Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous avons cherché, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées, rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, c'est l'épisode numéro 2 et aujourd'hui nous nous entraînons avec Caroly Spy. Caroly, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom et ton prénom ? Alors, Caroly, oui. Après, c'est soit Spi, soit Spy, ça dépend comme les gens le disent. D'accord. Alors, juste, voilà, avant de partir un petit peu, entraînement, machin, tout ça, sans vouloir te stigmatiser, c'est pas un prénom que j'ai rencontré souvent. C'est quelle origine ? C'est une origine hongroise et j'ai connu que moi comme prénom comme ça. Et sur le site de l'INSEE, il y en a moins de 10 dans toute la France. Donc, quand tu l'associes avec mon nom, il n'y a que moi. Bon, bah, on a face à nous un objet rare. Oh, ouais. Alors, tu es entraîneur, donc entraîneur plutôt triathlon, c'est ça ? Alors, plus généralement dans les sports d'endurance, après, c'est vrai que j'ai une petite connotation triathlon parce que c'est ma discipline et que je pratique le triathlon depuis très très longtemps. Du coup, ça va pas me rajeunir. J'ai commencé en 1994, à l'époque avec les maillots de bain et les petits cinglés avec plein de couleurs. Ah, ça va, j'étais né. 1994, tes premiers pas dans le triathlon. Et quelle a été ta formation pour devenir donc l'entraîneur que tu es aujourd'hui ? Ça a été très très long. J'ai commencé ma formation en 95. Ah, tout de suite alors ? Ouais, ça a vraiment été une passion pour moi. C'était une passion depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10 ans, je vais passer mes vacances à Embrun. Et j'ai toujours vu l'Embrunman. La Et mecque du triathlon voilà, pour ceux parce que certains auditeurs, tu vois, ne seront peut-être pas forcément branchés triathlon. Donc d'accord. l'Embrunman, c'est une très très vieille épreuve ancestrale avec à chaque année un palmarès exceptionnel. C'est C'est ça. c'est comme l'UTMB en trail, quoi. C'est l'événement français un peu. Oui, c'est vrai que moi, ça m'a toujours fait rêver et j'ai toujours trouvé ça magnifique. Et l'image que j'avais toujours eue, la plus marquante, c'était quand Philippe Ly il devient champion d'Europe sous la pluie. Donc, c'était il y a très longtemps. Et ça m'a vraiment donné envie de faire du triathlon. Et voilà, du coup, je me suis lancé en 94. 95, j'ai commencé à étudier. J'ai passé un tronc commun d'éducateur sportif et avec en parallèle une préparation sur tous les aspects haltérophilie, renforcement musculaire, parce que à cette époque-là, le brevet d'État n'existait pas. Et après, j'ai passé le BF5, j'ai passé le BF4 et j'ai eu la chance de faire le BF4 triathlon avant 2003, quand il était encore associé au tronc commun, qui était l'équivalence du brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré. Voilà. Ensuite, ça D'accord. s'est enchaîné. J'ai fait une licence STAPS à Besançon, un diplôme universitaire en évaluation et préparation physique à Bordeaux avec Georges Cazorla. J'ai suivi une formation aussi avec Véronique Billas en un DU en réponse moléculaire. Voilà, c'est plusieurs petites formations et surtout, je suis hyper autodidacte et tous les jours, tu vois, je passe 1 à 2 heures à lire des articles scientifiques sur l'entraînement parce que ça me passionne et je veux vraiment apporter le meilleur aux athlètes que j'accompagne. Et c'est énorme, hein, 1 à 2 heures de lecture de Ouais, littérature scientifique par jour. Tu vois, moi, déjà, 1 heure de lecture récréative, ça ne m'arrive pas tous les jours. Donc, si en plus, il faut que ça soit scientifique. Du coup, en fait, oui, tu as commencé ta formation en 95, mais on peut dire presque qu'elle s'est jamais arrêtée. non, ouais, je me suis jamais arrêté.
C'est vraiment une passion et je cherche toujours à essayer de progresser dans le domaine. Et pour moi, à chaque fois, je dis toujours, mais la vérité d'un jour, c'est pas celle du lendemain. Et je veux surtout pas rester cloisonné à ce que j'ai appris parce que tous les jours, on peut évoluer. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'utilisais pratiquement plus la fréquence cardiaque. Après, je l'ai utilisé pour comparer des séances entre elles. Et maintenant, j'en suis arrivé à l'utiliser avec la HRV à l'effort pour estimer les seuils ventilatoires. Enfin, voilà, donc j'essaye de toujours progresser. Et c'est ce qui est super bien dans ce métier. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on peut toujours s'améliorer, toujours trouver de nouvelles choses et surtout ne jamais rester campé sur ses bases en croyant on détient la vérité parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et il n'y a pas qu'un seul entraînement, c'est multiple. Et oui, parce que face à toi, bah, tu as un profil d'athlète qui va être quand même assez varié, j'imagine. Ouais, alors moi, ce qu'on me demande souvent, si je prends que des athlètes de haut niveau. Ah, Et non, parce que je préfère avoir vraiment tous les athlètes, c'est-à-dire j'accompagne vraiment tout le monde, et que ce soit du débutant jusqu'au plus haut niveau. Là, par exemple, j'ai eu Mathieu Bourgeois qui a fait troisième au championnat du monde de duathlon longue distance, ou Yannick Matajicek qui a gagné l'Ironman en Espagne, à Vitoria. Et après, je me suis régalé, enfin, je me régale à accompagner des athlètes. Ben, c'est vrai que avec mon histoire avec l'Ambraman, ça fait que tous les ans, j'accompagne pas mal d'athlètes sur cette épreuve. Et là, par exemple, cette année, j'ai eu Lorena qui fait en 15 heures l'épreuve et avec le smile du début à la fin, et c'était pour moi, c'est aussi intéressant, voire même plus intéressant des fois d'accompagner des athlètes comme ça euh, pour qu'ils leur permettent de relever leurs défis tout autant que d'optimiser la performance. Enfin, j'ai la même approche que ce soit pour un sportif amateur ou un sportif avec un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'on met en place tout ce qu'il faut pour faire progresser l'athlète et surtout pour qu'il se fasse plaisir sur l'objectif et qu'il l'atteigne. alors tu nous parles d'athlète, mais est-ce que toi aussi tu as un passé d'athlète justement avant de Ouais, devenir entraîneur? Parce qu'aujourd'hui, ça te prend quand même pas mal de temps. ouais, ben j'ai fait voilà, depuis 94, je fais du triathlon, du duathlon. Alors c'est vrai que au début, j'étais vachement parti du duathlon. Euh, c'est- Bon, je ne vais pas me cacher, mais il y a beaucoup de monde qui le sait dans mon entourage. La natation, c'est pas vraiment ce que je préfère. Ah, de toute façon, Euh, tu fais du triathlon, mais forcément un des trois sports où tu es moins bon que les autres, hein. c'est ça. Et après, quand j'ai commencé, bah, j'avais un bon niveau en vélo. Je fais jusqu'en national en vélo. Ah oui. J'avais surtout sur les contre-la-montre où c'est là où j'étais le meilleur. On va dire que j'étais pas bon sur les vire-vire. Et après, j'ai fait aussi de la D1 en duathlon, de la D2. Et depuis peu, enfin, à la naissance de mes fils, je me suis un peu lancé un peu plus sur du longue distance parce que j'avais pas trop de temps pour m'entraîner. Alors ça peut paraître paradoxal, Bah oui, tout de suite, mais là, tu vas en choquer quelques-uns. ouais, après, quand on fait du court distance, ça demande aussi pas mal d'investissement en temps. Et c'est vrai que quand je faisais du duathlon en D1 ou en D2, c'est vrai que c'était énormément d'entraînement quand même. Et au final, sur du longue distance, enfin, pour moi, ça demande des fois moins d'entraînement puisqu'on place vraiment des séances clés à certains moments. Et c'est surtout de relever des défis. Comme j'ai eu beaucoup de travail quand j'ai repris, entre m'occuper de mes enfants, parce que ma femme avait repris sa formation d'infirmière, me former par moi-même et m'occuper de mes enfants à la maison. Et ben, du coup, c'était un défi de participer à des Alphes et des 73 avec 5 ou 6 heures d'entraînement. Et avec ça, en essayant de passer les bonnes séances au bon moment, j'ai quand même réussi à aller sur je crois, 4h30 sur un Alpha. Donc, c'était déjà pas mal. Voilà, Ah oui, j'étais content de moi. avec les contraintes familiales à Ouais, côté. bah ouais, je me dis avec 5 6 heures d'entraînement par semaine, de réussir à faire 4h30 sur un Alpha, voilà, pour moi, c'était un défi. Quand je passe la ligne d'arrivée, je suis super content, quoi. Et oui, 5-6 heures d'entraînement par semaine, tu as le temps de faire quoi? 2h30 de vélo, 1h30 de course à pied, 1 heure de natation, quoi.
Ouais, bah alors, tu vois, du coup, j'ai enlevé la natation, ce qui m'a Ah permis oui. d'avoir plus de temps pour le vélo et la course à pied. Et tous mes alpes, je les ai pratiquement fait sans avoir trop nagé. On va dire, des fois, je nageais un quart d'heure la semaine avant. Et après, j'ai jamais été bon nageur. Je suis descendu peut-être ouais, à 23 minutes sur 1500. Mais du coup, ça fait que tu gardes quand même ta technique au final. Et si tu nages un petit peu, bah, ça passe, quoi. Après, quand tu sors de l'eau, t'es pas au top du top. Mais voilà, quand on n'a pas trop de temps à accorder, ben, tu fais un peu comme tu peux. Un peu comme bah, tous les athlètes qui travaillent et qui ont une famille, qui doivent composer avec le tout, quoi. Ouais, qui sont nombreux, hein, on y reviendra tout à l'heure, peut-être parmi ceux que tu coaches, mais de plus en plus de gens qui ont une vie tout à fait ordinaire, justement, ont besoin ou envie d'un entraîneur. C'est ça. Pourquoi tu es devenu coach, Caroline? Tu commences le triathlon en 94 et directement en 95, tu commences à passer les formations pour devenir entraîneur. Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu dans ce métier? Euh, c'est une bonne question. Bah déjà, pour moi, c'était pas un métier, c'était une passion. C'était pas. C'était une passion nouvelle quand même. Alors avant, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux Ah, voilà. et j'ai toujours cherché à me former pour essayer d'avoir. Enfin, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, c'est-à-dire, enfin, j'essaye de prendre tous les détails et de tout prendre en compte. Et dans les arts martiaux, j'avais eu cette démarche-là. Et, euh, et après, du coup, quand j'ai commencé le triathlon, enfin, au final, j'ai eu la même démarche de vouloir aller vraiment dans la précision et d'aller le plus loin possible dans mes connaissances. Et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce qu'en plus, à cette époque-là, pour trouver un entraîneur triathlon, on va dire que c'était pas chose facile, parce que j'ai eu des entraîneurs de natation, cyclisme, course à pied, mais il n'y a personne qui arrivait à faire le lien entre tout. Et je me suis dit qu'au final, la meilleure personne pour m'entraîner, c'était moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé par là. C'est-à-dire, j'ai commencé à étudier, j'ai eu enfin, on va dire des sport scientists, des entraîneurs dont j'ai lu les écrits qui m'ont vraiment passionné. Et je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé, il y avait Guy Thibault. Guy Thibault, enfin, ça n'a pas été, c'est encore un sport scientist canadien qui a créé le lien dynamique entre les séances intermittentes, qui a travaillé avec Perronnet sur l'index d'endurance et qui disait qu'il avait commencé sa formation parce que justement, il voulait mieux s'entraîner pour progresser lui-même et qu'après, il est allé sur l'entraînement des athlètes. Et au final, j'ai eu la même voie que lui là-dedans. C'est-à-dire, je me suis d'abord entraîné pour moi-même, pour m'améliorer. Et puis au fur et à mesure, bah, je suis allé vers les athlètes, quoi. Hmm. Et quelque part, est-ce que tu y es pas aussi allé pour voir si ce que tu faisais sur toi, ça marchait sur les autres? Non, non, j'adore transmettre et au final, ça s'est fait naturellement de vouloir aider les athlètes à avoir le meilleur. Je déteste voir des gens qui s'entraînent mal ou des entraîneurs qui font mal leur métier. Alors, c'est comme dans tout métier, hein, il y en Ah, a c'est des bons et des statistique, moins ça, tu bons. pourras pas lutter contre. Voilà, c'est ça. Et je ne peux pas comprendre qu'on met en place des entraînements sans savoir pourquoi on les met. Voilà, Hmm. ce lien enfin, est hyper important entre les allers-retours entre la science, la théorie, la pratique sur le terrain. Et quand on l'a pas, enfin, et je vois souvent des fois des entraîneurs, enfin, chez personne, mais sur les retours d'expérience que je peux avoir, où ça reproduit ce qu'ils ont fait à l'entraînement eux, mais sans savoir pourquoi ça a été fait comme ça. Et ça, je comprends pas. Parce que, Ouais. c'est hyper important de tout connaître et pourquoi quand tu mets une séance, qu'est-ce qui va se passer, mais en allant vraiment au plus loin. C'est-à-dire, moi, j'en suis arrivé à utiliser vraiment des fondements génétiques sur les modifications génétiques que peuvent apporter des séances, des cumuls de séances, la nutrition qui va arriver pour renforcer ces modifications. Donc, j'ai vraiment essayé de pousser le truc vraiment très loin. Alors justement, bah, tu fais une introduction parfaite aux questions suivantes. Tu viens commencer à nous parler du sérieux de l'entraînement. Alors, commençons déjà.
par la charge d'entraînement que tu vas donner à tes athlètes qui va être différente d'un à l'autre, déjà parce qu'ils n'ont pas le même rythme de vie. Quelle méthode tu utilises pour quantifier un peu ça par rapport au retour qu'ils te font ou ce que tu leur donnes déjà d'entrée de jeu sur un planning? Alors, alors moi, c'est vrai que je n'aime pas du tout utiliser les méthodes traditionnelles de mesure de la charge d'entraînement. C'est-à-dire que j'utilise pas du tout les trims ou quoi que ce soit comme c'est fait à l'heure actuelle pour une raison assez simple. C'est-à-dire que si toi et moi, on s'entraîne au même pourcentage de au même pourcentage de notre puissance ou vitesse critique, ou alors FTP, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu plus. Ouais. Et donc, on va s'entraîner au même pourcentage sur la même durée. On va avoir on va avoir la même charge d'entraînement, on va avoir la même modélisation de charge d'entraînement, sauf que si ça se trouve, toi, tu vas le ressentir très très bien cette charge d'entraînement, alors que moi, je vais très mal la ressentir parce que je vais avoir du travail à côté, je vais avoir du stress, j'ai un souci avec ma famille ou des choses comme ça. Et ça fait qu'on modélise quelque chose, mais on perd de vue la personne par elle-même. C'est-à-dire que la personne, c'est pas que des chiffres, mais c'est aussi évoluer dans un système. Et dans la vie courante, tous les jours, il nous arrive des choses qui sont indépendantes de notre volonté, même des choses bateaux, du style tu vas au travail, tu passes une heure dans les bouchons, et ben d'un coup tu reviens, tu as une fatigue supplémentaire, tu es énervé, et la séance ne se passe pas comme elle aurait dû se passer. Et Ouais, du coup, en gros, voilà. tu prends deux athlètes, tu dis, tiens, les deux, ils vont faire 20 heures, sauf qu'il y en a un, il est commercial, il est longtemps sur la route, l'autre, il a un métier dans l'administration, plus bureau 35 heures, forcément, les deux, ils vont pas avoir la même impression à la fin de cette semaine de 20 heures. Ouais, puis après, il y a des organismes qui vivent pas la charge d'entraînement de la même manière. C'est-à-dire, il y en a qui, au bout de 12 heures, ça va être leur charge limite, et d'autres, ça va être 20 heures, d'autres, ça va être 10 heures. Et chaque personne réagit différemment. Donc, à chaque fois, j'essaie de rechercher des méthodes qui vont un peu plus dans la précision. Et j'utilise beaucoup tout ce qui est relation entre fréquence cardiaque, RPE. Donc, le RPE, ça peut être, on peut appeler ça, c'est le C'est une ressenti à note? l'effort. Ouais, c'est une note de 1 à 10 sur le ressenti à l'effort. La difficulté de l'effort, le 1, c'est facile, jusqu'au 10 maximal. Et du coup, je prends les séances et je regarde sur une même intensité. Donc, par exemple, tu es à 15 km/h, je regarde à quelle fréquence cardiaque tu étais et avec quel RPE, et je croise les données. Quand la fréquence cardiaque elle est plus basse pour un RPE plus élevé, c'est-à-dire que l'athlète il part sur de la fatigue, et inversement, si le RPE il est égal ou moins élevé avec la même fréquence cardiaque ou plus basse, ça veut dire que l'athlète il progresse. Donc, je fais des relations comme ça et j'utilise beaucoup la HRV à l'effort et le matin au réveil aussi, donc pour étudier la régulation du système nerveux autonome, qui est le plus important dans l'entraînement. Donc, c'est vraiment quelque chose, enfin, moi, j'ai vraiment une approche totalement individualisée avec les athlètes. Voilà. D'accord. Et toutes ces données là que tu recueilles, est-ce que tu te sers d'outils spécifiques justement pour entraîner? Est-ce que c'est un simple tableau Excel? Est-ce que tu utilises une application? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Alors, j'utilise beaucoup de choses. J'utilise en priorité déjà Nolio pour tout ce qui est entraînement, analyse des séances. Donc, je mets en ligne les programmes d'entraînement sur la plateforme. J'analyse, on va dire, de manière brute avec Nolio. Et après, quand je vais un peu plus loin, c'est-à-dire sur les analyses HRV en dynamique, j'utilise plusieurs applications. J'ai Runalyze, j'ai HRV for Training et j'ai un script Python aussi où en gros, sur Nolio, je prends les fichiers fit qu'après je télécharge dans l'application, enfin dans le script Python que j'ai créé pour analyser plus en détail les séances. D'accord. Ah oui, tu codes en Python, hein, c'est costaud ça. Ouais,
Bah, j'essaye de me former en ce moment là-dessus Enfin, disons que là, tu pour as quand même une m'améliorer. compétence d'informaticien qui est assez intéressante. Non, c'est plus du. Comment dire? Il y a beaucoup de tutos maintenant Ah ouais? sur Google, hein, et Ah, c'est pas mal je utilisé dans les cherche. entreprises qui font des machines un peu de l'automatisme, tu vois. C'est souvent, Hmm, ça reste un peu en Python encore. c'est ça, Et, ouais. ça devient assez recherché hein, pour ceux qui nous écoutent et qui trouvent ça nul en école d'informatique. Méfiez-vous, ça peut être intéressant. Ah, c'est super intéressant, c'est même c'est l'avenir même. Et c'est vrai que ouais, là, on va dire, allez, j'essaye de coder un peu en Python, je me forme un peu là-dessus. J'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe aussi en machine learning. Et dernièrement, j'ai découvert des algorithmes génétiques et tout ça. Enfin, c'est assez passionnant et puis ça peut vraiment aider l'entraîneur. Il y a une source d'inspiration. Il y a Alan Couzens, un Américain avec qui je discute beaucoup sur Twitter, qui aide les entraîneurs à créer des codes Python et à analyser par eux-mêmes les séances. Voilà. Donc, j'essaye aussi d'avoir ce côté autodidacte là, sur le codage ou la data science. Ah, t'es bien entouré. Ouais. Oui, Et comment donc, tu as pas mal d'athlètes déjà. Est-ce que tu veux nous dire à peu près en ce moment combien tu en as? bah, ça fluctue. C'est vrai que enfin, j'en parle jamais parce que, Oh non, non, mais c'est pas très ouais, important. C'est juste si tu non, avais. On parle de quoi? 20, 30, 40 à peu près? ouais, au-dessus de 30, ouais. Ouais. Après, ça dépend les moments et tout. Et, euh, en hiver, souvent, des fois, c'est un peu plus calme qu'en période estivale. Ah, c'est une Mais erreur ça. C'est l'hiver oui, qu'on fait les ouais, bases. mais après, on va dire, c'est plutôt à partir de janvier où il y a pas mal d'athlètes qui reprennent et pour laisser passer les fêtes parce que ils ont eu la saison. Ouais. Voilà. Après, là, depuis 2 ans, c'est un peu particulier avec le Covid. Donc, Ah oui, 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 il y a dû y hmm. avoir des gens qui se mettaient un peu à l'entraînement, puis d'autres qui lâchaient un peu. Et comment tu choisis de coacher quelqu'un? Parce que tu as quand même beaucoup de demandes. J'imagine, si Hmm. tu as déjà plus d'une trentaine d'athlètes, tu dois pas être loin d'être full. Ouais, je suis full. Ouais. Est-ce que tu fais une petite sélection? Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir pour être entraîné par Caroline? Non, on discute souvent et alors, j'ai beaucoup d'athlètes qui viennent via des athlètes que j'entraîne déjà. Bouche à Donc, c'est oreille, quoi. beaucoup de bouche à oreille. Et après, c'est discuter. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, hein. Il y a cette relation humaine, même si c'est à distance et via des messages. Il y a des gens avec qui ça passe et d'autres avec qui ça passe pas. Et après, je m'attache beaucoup aux projets sportifs. Et là, dernièrement, j'ai pris un projet. Enfin, je suis un peu fou, mais j'ai pris un projet qui me tenait vraiment à cœur euh, avec Valentin qui accompagne son frère euh, sur comment dire, pour faire de l'Ironman. Et donc, euh, comment dire, il lui fait faire de l'Ironman. Son frère est tétraplégique. Ah oui, Ouais, il va faire un peu comment on dit, le porteur, c'est ça. Ouais, par exemple, en natation, il tire le bateau. ouais. Donc, en plus, il nage quand même pas mal parce Après, en qu'avec le vélo, ils font bateau, quoi? Ils font un tandem, non? ouais, tandem, bon, du coup, il pédale pas, hein. Donc, c'est Valentin qui pédale du début à la fin. C'est un partage vraiment avec son frère. Et, enfin, enfin, moi, ça m'a tout de suite passionné quand j'ai discuté avec lui. Bah, c'est très, Et très émouvant, hein. Tu sais, en trail, ce qui se hum, fait beaucoup, c'est la les Joëlette, joëlettes. là, Donc, c'est ouais. une espèce de tête bon, largement améliorée, hein, parce qu'il faut que ça aille dans les chemins. Mais en gros, vous avez des porteurs devant, des porteurs derrière. Et Hum, souvent, bah, c'est un enfant handicapé qui est au milieu, puis ça lui permet bah, déjà, d'une part, de voir le parcours. Second temps, ça lui permet aussi de voir quasiment tous les concurrents, qui ont très souvent un mot sympa. Il vit une journée, c'est formidable. Moi, souvent, je vois hum. des sourires incroyables hein, sur la ligne d'arrivée après. Ah, c'est clair, bah, moi, j'ai eu la chance d'organiser pendant 2 ans
un trail à Saint-Cyr-sur-Mer et on faisait venir justement cette équipe-là qui emmenait un jeune handicapé dans la Joëlette. Et pour faire un trail, des fois, enfin, je vois à Saint-Cyr, il y a 25 km avec 1200 mètres de dénivelé, mais il faut y aller, quoi. C'est pas évident. Ah ouais, bah Et c'est une bonne équipe qui se relaye, hein. oui, et là, Valentin, il fait ça du début à la fin tout seul Tout avec. seul, ouais, tout seul. C'est impressionnant. Hmm. Et du coup, là, l'objectif, c'est de battre le record du monde en e-sport en duo sur l'Ironman au Canada. Et c'est vraiment, ouais, c'est hyper passionnant parce que d'un côté, il faut comment dire, que je détermine les zones d'intensité de Valentin quand il est seul pour qu'il s'entraîne de son côté, mais aussi que je les évalue quand il est en duo avec son frère, que ce soit sur le vélo ou que ce soit en train de pousser je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une poussette, mais ça y ressemble. Et du coup, les contraintes ne sont pas les mêmes, les vitesses ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vraiment ces deux entraînements différents avec à côté aussi du renforcement et tout. Et ouais, c'est passionnant comme approche de l'entraînement. Alors, dans l'entraînement, tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure du suivi HRV que tu t'étais mis à faire il y a peu de temps. Pourquoi seulement maintenant ou est-ce que tu en as déjà proposé avant? Et quel est Ouais, l'intérêt selon toi de ce suivi HRV? Donc, c'est là. Bah, tu vas peut-être nous le présenter. ouais, ah bah, ça remonte à quand j'étais conseiller technique en triathlon, j'avais fait des formations au Krebs de Boulouris, justement sur la HRV. Et je l'ai vachement utilisé à une époque. Après, j'ai un peu arrêté. C'était à l'époque où j'utilisais les hautes fréquences et les basses fréquences. En gros, il y a plusieurs écoles il y a plusieurs écoles dans la HRV. Et, et quand on demande aux athlètes de prendre la mesure avec la ceinture cardiaque tous les matins, rester allongé 5 minutes, c'est un tilt test, tu le fais se lever, il doit rester encore debout pour déterminer enfin, pour mesurer sa HRV, ça devient très lourd. Ouais, Déjà, c'est un rigolo une athlète, semaine, puis après. voilà, bah, tu vois, j'ai des athlètes professionnels, donc du coup, qui ont que ça à faire, ils y arrivent pas. Au bout d'un moment, ils lâchent. Oui, parce que bon, tu as que ça à faire, Et mais tu as quand même ouais, un bah, ça te prend compagnon, quand une même. compagne. C'est ça, et puis ça te prend quand même, tu vois, 10 minutes le matin. C'est faisable, mais enfin, il faut être hyper strict et tout. Et Faut créer l'habitude. ouais, et Pas ça, évident. c'est pas évident du tout. Et alors, n'en parlons pas avec les athlètes amateurs. Alors là, c'est encore pire. Parce que quand tu dois aller bosser et tout, enfin, et que tu dois t'occuper des enfants, leur faire le petit-déj et tout, enfin, le matin, souvent, c'est quand même assez sport. Et du coup, j'avais un peu abandonné ça euh, par rapport à cette complexité de mise en place et de suivi sur le long terme. Ensuite, j'avais fait des études sur la HRV à l'effort. Et c'était il y a un an ou un peu plus. Et ça n'avait pas donné grand-chose non plus. Enfin, c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'artefacts dans les données. Mais j'ai toujours cherché dans ce modèle. Et récemment, il y a l'équipe de Rogers qui a sorti des travaux super intéressants sur le suivi de la HRV à l'effort avec l'indice DFA alpha 1 qui a montré qu'il était assez robuste, mais pour ça, il faut utiliser une ceinture spécifique, enfin, soit la Polar H10 ou d'autres. Là, je vais bientôt en avoir une nouvelle, mais je l'attends avec impatience, qui arrive d'Angleterre, qui est proche de l'ECG. Et, à côté, voilà, il faut ça, il faut une connexion Bluetooth. Et après, faire des analyses et tout ça, enfin, c'est super intéressant et ça fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que je suis venu là, parce que c'est une approche pragmatique et qui peut être utilisée facilement sur le terrain par l'entraîneur ou par l'athlète. Donc, la HRV à l'effort qui donne vraiment de très bons résultats pour estimer le SV1, estimer le SV2, pour mettre en place des programmes d'entraînement, soit avec un suivi polarisé, pyramidal, ou ceux qui choisissent au seuil. Donc, on arrive vraiment à suivre ces indices-là. Et une chose qui est super intéressante, parce que c'est vraiment un nouvel horizon sur l'entraînement d'endurance, enfin, d'ultra-endurance. Donc, l'ultra-endurance, c'est quand l'effort dépasse 4 heures.
Donc, tout ce qui est Half, Ironman, Trail et tout ça, c'est compris dedans. Et sur ce genre d'effort-là, euh, tu vois, quand tu fais des évaluations, à la base, tu évalues un athlète, tu l'évalues à un instant T. Souvent, tu essayes qu'il ne soit pas trop fatigué quand il va aller faire son évaluation. Et tu détermines des seuils ou une puissance, une vitesse critique à l'effort sur un organisme qui n'est pas fatigué. Et du coup, tu vas utiliser ces pourcentages-là, tu vas prendre tes données, ton SV1, ton SV2, et tu vas se dire, hop, à l'effort, tu vas être à tel pourcent, tel pourcent, tel pourcent. Sauf que le souci, c'est que quand tu vas aller faire des épreuves de longue durée, tes pourcentages qui ont été déterminés sur un effort qui durera peut-être une demi-heure sur un test en rampe pour déterminer tes seuils ventilatoires, ou qui va avoir duré 5-20 minutes pour la puissance et la vitesse critique, et bien, sur un effort, quand tu vas arriver sur du 4 heures, et ben, le niveau de fatigue que tu vas avoir, ça fait que tes pourcentages ne vont plus du tout être les mêmes. C'est-à-dire que ton SV1, ton SV2, ta puissance critique, ta vitesse critique ne va plus du tout être la même à cause de la fatigue que tu vas régénérer. Et Et oui, là, c'est ça, tu vas te retrouver au bout de plusieurs heures, en fait, à vouloir monter à une intensité cardiaque qui n'est pas possible. c'est ça. Et du coup, ou même au final, si tu as de la dérive cardiaque, ça fait qu'on va te demander, je te dis n'importe quoi, mais ton SVE2 est à 150 battements par minute. Avec la dérive cardiaque, ça se trouve, il sera à 160, tu vois. Et tout ça se modifie au fil de la séance, avec la charge d'entraînement. Et ce qui est super intéressant avec la détermination, avec la HRV à l'effort en direct, c'est que tu peux suivre les indices des FA alpha 1. C'est-à-dire que quand tu te dépasses, quand tu es en dessous de 0,75, ben, tu vas être au-dessus du SV1. Quand tu es en dessous de 0,5 de l'indice, tu vas être à SV2 ou au-dessus de SV2. Et du coup, à l'effort, eh ben, tu as tes seuils. Moi, je le vois avec beaucoup de sportifs où à l'effort, ils n'ont pas les mêmes seuils que quand ils ont fait les tests. Et du coup, tu peux vraiment totalement individualiser et respecter cette approche de distribution des intensités, mais également de stratégie d'allure et de suivi du niveau de fatigue. Et là, par exemple, ce que je fais beaucoup avec les athlètes, c'est de leur proposer des tests, mais après 2 à 3 heures en pré-fatigue. Et on fait les tests après, pour avoir vraiment les intensités qu'il faudra utiliser pour le jour de la course. Donc, c'est Et vraiment ouais, aller plus loin sur toute cette étude-là. Donc, ça permet aussi de déstresser l'athlète parce que si tu lui donnes une zone à respecter, puis qu'au bout de 2 heures, il voit que c'est plus du tout possible, c'est ça. il Bah, c'est ça. va. Alors, soit il a une grosse force mentale, il va quand même forcer, puis bah, finalement, il va y arriver, mais il va se cramer. C'est quand même des zones qui sont assez dangereuses Mm. quand on force comme un bourrin. Soit il va pas y arriver, puis il va être vexé, énervé, il va trouver ça nul. C'est exactement ça, ouais. Et c'est vrai que on voit beaucoup d'athlètes voilà, à qui on propose des pourcentages de FTP sur des longues durées et tout, et au bout d'un moment, les gens n'arrivent plus à les suivre. Et tout ça parce que dedans, il y a aussi une relation intensité-temps qui fait que les 80% par exemple d'un athlète élite, ça ne va pas être les 80% d'un athlète amateur, parce que quand tu vas rouler à 42 moyenne sur 90 km, tu vas rester moins de temps sur ton 90 km que celui qui va rouler à 30 km/h. Et du coup, ça a un impact. Ça veut dire que les 90% que tu peux tenir pour un athlète élite, et ben, un athlète amateur qui va rester plus longtemps, lui, ça ne sera pas 90%, puisqu'il va y rester pendant 3 heures versus 2 heures écart sur l'un, 3 heures sur l'autre. Et du coup, les pourcentages sont réduits. Et après, il y a aussi l'influence de chaque athlète a son propre profil intensité-temps. Chaque athlète a son propre seuil de tolérance à la fatigue. Et c'est là où on doit chercher à repousser ce seuil et surtout à le déterminer quel est ton seuil de tolérance à la fatigue. J'ai des athlètes qui courent, tu vas voir, tu recommandes, ouais, j'ai des athlètes qui courent en 30 minutes sur 10 km et d'autres en 33. Et il s'avère que sur Ironman, et ben, des fois, ce n'est pas celui qui court en 30 minutes qui va courir le plus vite, mais c'est celui qui va être en 33, mais pas, ça ne va pas être le temps sec, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être capable de tolérer la douleur plus longtemps et d'aller plus loin que l'autre. Et
sur l'ultra-endurance, ce n'est pas que les temps secs qui comptent, mais c'est également cette tolérance à la douleur et de repousser ce seuil de tolérance à la douleur pour aller plus loin dans l'effort. Et tout ça, tu as des stratégies d'entraînement à mettre en place, tu as des outils à utiliser, voilà, la HRV à l'effort qui permet de suivre en direct comment ça évolue et d'aller sur les bonnes zones. Voilà, tout ça, c'est des outils qui sont à disposition de l'entraîneur et qui sont vraiment hyper intéressants. Et tu nous parles là donc de tous ces entraînements assez calibrés, assez précis. Il y a un truc qui va venir foutre le bazar dans tout ça, Ouais. c'est la météo. Oui. Surtout en vélo. Bon, en Ouais. natation, a priori, on est quand même dans un lieu fermé, ou alors même dehors, c'est pas très gênant dans la piscine. La course à pied, voilà, il faut vraiment une météo catastrophique. Mais le vélo, dès qu'il va vraiment pleuvoir, ou vraiment faire froid, ton athlète, il pourra plus faire aussi long que ce que tu voulais. Il pourra pas forcément faire les intensités du fait de la dangerosité de la route. Donc, est-ce que tu adaptes la séance à la météo ou est-ce que tu t'envoies la séance puis tu vois comment l'athlète va réagir? Alors, moi, c'est vrai, j'utilise beaucoup la périodisation réversible, c'est-à-dire que je mets beaucoup plus d'intensité l'hiver que ce que j'en mets l'été. Donc, je mets rarement des très, très longues sorties en vélo durant l'hiver. Ça va être plus des aspects qualitatifs. Donc, on va s'entraîner, on va faire des séances HIT, donc à haute intensité, avec plus de récup. Et souvent, soit ils les font sur le home trainer pour ceux qui habitent, on va dire, dans des endroits un peu moins propices. Ceux qui sont dans le sud, par exemple, j'en ai sur Nice où ils sont un peu moins gênés par la météo hivernale. Et donc, j'adapte en fonction des athlètes, je sais où ils habitent, j'adapte avec des séances vélo de route ou home trainer, ou alors des fois pour mettre un tout petit peu plus de volume. Là, dernièrement, j'ai des athlètes qui habitent à la montagne, je les fais sortir 1 heure et demie, soit sur route ou en VTT, et ils enchaînent après avec une séance d'1 heure et demie sur le home trainer avec avec de l'intervalle training à l'intérieur pour travailler sur les zones d'intensité spécifiques. Donc, c'est vrai que l'hiver, pour moi, c'est un peu différent. On fait pas mal d'intensité et on ne met pas du volume, on ne fait pas des sorties avec beaucoup de tempo et tout ça. Ça, on le garde pour quand la météo va être un peu meilleure. D'accord. Et justement, l'hiver, quand la météo est un peu mauvaise, il y a un autre truc, c'est souvent la période de ce qu'on appelle, en mettant le terme un peu fourre-tout, la préparation physique. On se prépare Ouais. physiquement. Donc toi, dans tes plannings d'entraînement, surtout si tu as pas mal d'athlètes en triathlon, on fait quand même rarement du triathlon l'hiver. Enfin, c'est vrai que maintenant, avec l'avion, tout ça, les épreuves internationales aux quatre coins du globe, on pourrait, si on a envie. Mais quand même, hein, la plupart des gens, j'imagine, restent plutôt du côté de l'Europe, voire même de la France, et ont encore une vraie prépa hivernale avec le fameux préparation physique. Alors, quelle place ça prend pour toi à peu près? Et comment tu définirais ce terme? Puisque préparation physique, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut quand même. Ouais, exact. Euh, ouais, c'est marrant. Ouais, j'ai écrit un truc là-dessus il n'y a pas longtemps. Justement, la préparation physique, enfin, déjà pour moi, les périodes comme on en parlait avant, préparation physique généralisée, préparation physique spécifique, période de base, période foncière et tout ça. Moi, j'utilise plus du tout ces approches-là, donc je suis vraiment sur l'aspect qualitatif. Et après, il y a une chose hyper importante à savoir sur tout ce qui est, quand on parle de préparation physique, on voit souvent, c'est vrai que ces dernières années, on a hyper popularisé le travail en force max pour améliorer le coût énergétique de l'athlète. Donc oui, c'est des choses qui marchent, qui sont intéressantes. Le seul souci, c'est que pour partir dans cette démarche d'entraînement-là, il faut du temps. Il faut du temps d'entraînement à consacrer. Et au final, quand tu regardes, le plus important,
c'est pas la musculation, mais quand tu t'entraînes pour des épreuves d'endurance, au final, le plus important, c'est de t'entraîner en endurance, quoi. Donc, souvent, moi, les athlètes, quand ils veulent faire de la musculation, par exemple en salle, je leur dis tout de suite que soit ils n'ont pas le temps et qu'au final, ça ne sera pas bénéfique pour eux parce qu'ils vont devoir délaisser une séance ou deux en endurance au profit de séances de musculation. Et chez des athlètes amateurs, déjà que c'est dur de placer toutes les séances qu'on a envie en endurance dans la semaine. Si en plus tu rajoutes de la musculation, ça devient très compliqué. En plus, il faut savoir sur la musculation en force max. Alors oui, c'est intéressant pour progresser, pour améliorer son rendement mécanique. Mais si on arrête, on perd tout ce qu'on a, tous les gains qu'on a eu. C'est-à-dire, quand tu fais de la force max en musculation, tu améliores le rendement musculaire parce que tu travailles sur les aspects nerveux. Donc, en travaillant sur les aspects nerveux, sur tout ce qu'on appelle synchronisation des unités motrices, que ce soit spatial, temporel. Le spatial, c'est utiliser l'ensemble des unités motrices. Le temporel, c'est des influx nerveux qui arrivent très rapidement dans les unités motrices. Et tout ça, tu l'améliores. Mais si tu t'arrêtes, si tu arrêtes la musculation, tu perds tous les acquis que tu as eus. Donc, en gros, ça veut dire que tu es contraint de faire de la musculation toute l'année. Après, tu peux le Ah ouais. réduire à une seule séance par semaine, mais rien que déjà même une séance par semaine, il faut avoir le temps de la placer. Et, euh, et du coup, chez des athlètes amateurs, c'est vrai que c'est vraiment pas simple. Après, Et puis, donc, il faut récupérer de cette séance de muscu. Moi, je vois, par exemple, quand j'en fais, le lendemain, tu places pas, enfin, même pendant 2 jours, tu places pas ce que tu veux comme entraînement, hein. c'est ça, ouais, c'est toute une organisation à avoir avec la musculation qui est vraiment pas simple. Et il y a beaucoup d'autres choses à aller chercher avant d'aller sur de la musculation. Alors, autant chez les athlètes professionnels qui doivent passer un palier supplémentaire, parce que au bout d'un moment, quand tu t'entraînes 20, 30 heures par semaine, tu arrives toujours à un palier au bout d'un moment. Donc, la muscu peut te faire passer un palier supplémentaire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est ton métier. Donc, normalement, tu n'as que ça à faire comme un professionnel qui va travailler, lui, c'est aller s'entraîner. Et du coup, chez les athlètes amateurs, ce qui est mieux, c'est voilà, tu conserves tes séances, d'endurance et tu peux placer on va dire, du renforcement musculaire, mais plus sur les aspects proprioception, avec du travail de gainage, avec du travail au poids de corps, qui va te prendre moins de temps, ou tu n'as pas besoin, tu peux l'enchaîner directement derrière une séance d'endurance. Il n'y aura pas d'interférences qui vont se passer dessus. Donc ça, c'est des choses faciles à faire, mais encore une fois, c'est pareil, c'est que la proprioception, tout le travail au poids de corps, ça doit pas être que l'hiver, c'est toute l'année, c'est un fil rouge. Donc c'est toute l'année où tu essayes de faire un petit peu de renforcement, mais c'est des micro-séances qui vont durer 10-15 minutes, mais qui sont largement suffisantes 2 fois par semaine. Et après, tu peux aller un peu plus loin en course à pied, mais il faut faire attention de ne pas te blesser avec du travail en pliométrie qui Mm. amène quand même pas mal de bienfaits, mais toujours pareil, il y a toujours C'est très moi, violent, hein, quand c'est bien fait et ça fait beaucoup de courbatures, ça. voilà, et tu vois, moi, c'est toujours ce que je mets en avant, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire que Ouais. quand le risque dépasse le bénéfice, j'enlève la séance. Tu vois, chez moi, tu trouveras plus de séances à haute intensité en course à pied en dessous de 2 minutes. C'est-à-dire que je ne demande jamais à des athlètes de faire des 30 secondes, des 15 secondes, Ah ouais? ouais, Et pourquoi ça? parce que tu t'exposes très fortement à la blessure. C'est-à-dire que tu vas demander à un athlète qui va faire de la compète, par exemple sur du triathlon ou même du marathon, où il va courir à une vitesse, donc on va reprendre cette vitesse de 15 km/h, par exemple. Enfin, sur un triathlon, il va faire du 15 km/h sur un half. Et là, d'un coup, sur ces 30 secondes, il va aller courir à 20-21 km/h. Il va avoir des tensions au niveau musculaire, au niveau tendineux qui vont être hyper importantes et qui vont l'exposer très fortement à la blessure. Généralement, quand j'ai un athlète qui vient vers moi pour que je l'entraîne et qui me parle de ses blessures, à chaque fois, je lui dis, et tu t'es blessé quand tu t'es blessé,
tu as fait quoi comme séance juste avant? Et généralement, dans 99% des cas, c'est une séance de 30-30 ou une séance de 15-15. La plupart du temps, c'est ces séances-là qui blessent parce que l'athlète essaye de courir trop vite alors que c'est des vitesses sur lesquelles il n'a pas besoin d'aller et qui vont lui engendrer beaucoup, beaucoup trop de contraintes au niveau tendineux, au niveau musculaire. Et du coup, comme moi, le risque dépasse le bénéfice, je l'enlève. Et c'est comme ça que j'ai réussi je croise les doigts, mais où j'ai réussi à pratiquement pas avoir de blessures chez les athlètes. Et on travaille sur des intervalles d'effort qui sont beaucoup plus longs, en lien avec la littérature, hein, qui met bien en avant le fait que des intervalles de 2 minutes sont plus bénéfiques que sur 30 secondes, entre 2 et 5 minutes, pas sur des intensités maximales, mais voilà, là, si on regarde le continuum dans les zones d'intensité, la zone 3, c'est le SV2. Le SV2, c'est en dessous de la puissance critique. Donc, puissance et vitesse critique, c'est une intensité qu'on peut tenir pendant 1 heure. Donc, le SV2 est en dessous. Donc, c'est replacer toutes ces séances et courir aux intensités qui sont vraiment utiles. C'est-à-dire qu'on prépare des épreuves d'endurance et d'ultra-endurance, on ne prépare pas quelqu'un qui va faire du 800, du 1500 ou du 3000 en course à pied ou un contrôle ou une épreuve de poursuite sur 5 km. On prépare des gens à tolérer un effort sur une longue durée avec des intensités qui seront plus basses. Donc, autant s'habituer à ces intensités-là. Et pareil sur ces approches-là, tout ce qui est notion de sprint et tout, j'y fais vraiment attention. Après, il y a en vélo, je garde les intervalles un peu plus courts parce qu'en vélo, du coup, tu as beaucoup moins de risques de te blesser. Donc là, c'est vrai que par exemple, là, je travaille sur une étude qu'on va mener avec plusieurs personnes sur un bloc HITSL. C'est un bloc à haute intensité, mais sur une très courte durée, sur une semaine, où on va utiliser 5 séances à haute intensité avec un protocole slip-low. Et là, on travaille avec des cyclistes semi-pro sur des intervalles de 30 secondes. Mais tu vois, ça va être du 5 fois 12 fois 30 secondes. Donc, on est sur 30 minutes en tout. Il y a 60 fois 30 secondes. Donc, c'est comme tu mets un gros volume sur cette courte durée-là, ça fait que tu es contraint de ne pas être à intensité maximale. Donc, tu vas être sur des intensités qui vont être quand même sous-maximales et du coup, tu t'exposes moins à la fatigue, à la blessure également. Ouais, tu as une foulée qui est déjà un peu plus dans tes cordes, un peu plus Ouais, normale. c'est ça, voilà, faire vraiment attention à toutes ces approches-là. Et voilà, moi, je préfère souvent retirer une séance si elle n'est pas utile, si elle cause trop de risques, plutôt que de la garder. Pareil, sur la musculation, je propose pratiquement jamais les squats. Parce que les squats, au niveau du dos, si c'est mal fait, tu risques beaucoup. Et quand tu commences à te faire mal au dos, après, tu en as pour une éternité. Et je préfère enlever ça, je préfère proposer des exercices plus presse, Ouais, guidés, la tout ça. presse, ouais, t'es Voilà, bien installé sur la presse. c'est ça. Et au moins, tu enlèves tout ce qui est à risque et tu gardes tout ce qui peut apporter du bénéfice, quoi. Pour, l'athlète il se blesse, plus il peut s'entraîner et donc plus il peut progresser. Et oui, et souvent les gens ne voient pas trop cette approche long terme, ils cherchent un petit peu Mm, le petit truc qui va faire que d'un coup, hop, ils vont passer un énorme cap, mais ça n'existe pas trop. c'est ça. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de tes formations qui duraient dans le temps, puisque tu te formais en fait, au final, on peut le dire, au quotidien. Ouais. Est-ce que tu aurais justement pas pour le lecteur, pour l'auditeur, une recommandation, un livre, tu vois, qui t'a marqué pour se former ou pour se perfectionner? Ouais, j'ai le livre de Mujica, euh, c'est Science and Endurance Training. Euh, c'est un super livre, mais c'est pareil, c'est un recueil d'études scientifiques dedans un peu. Mhm. Après, voilà, il faut aimer le lire en anglais. Et oui. Parce que c'est vrai qu'en français, des livres français, euh, il y en a, hein. Quand j'ai commencé ma formation, c'est vrai que j'ai adoré les bouquins de Véronique Billat sur la physiologie.
Après, enfin, je suis plus axé, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'adore tout ce qui est physio, biochimie. Donc, il y a Biochimie des activités physiques et sportives de Portmans, mais là, il faut avoir envie de lire un livre de 800 pages, un recueil de biochimie. Euh, c'est vrai que je lis plus trop de livres parce que je m'axe vraiment sur les études scientifiques qui sortent tous les jours. Et depuis le Covid, en plus, c'est hyper prolifique. Il y en a de plus en plus. Je sais pas si c'est l'effet Covid qui a fait ça, mais dernièrement, il y a vraiment beaucoup d'études qui sortent et qui sont super intéressantes. Ah, c'est marrant, ça. Euh, On aurait pu penser que ça aurait freiné un petit peu. ouais, 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 bah, au contraire, enfin, j'ai fait la remarque avec plusieurs amis entraîneurs la dernière fois, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'articles qui sont sortis. Alors, je sais pas si c'est effet Covid ou pas. Enfin, mais en tout cas, c'est super intéressant en ce moment, ça bouge vraiment. Et voilà, c'est Endurance Training, Science and Practice avec Mujica, qui est un livre sympa. Après, en français, voilà, t'as les livres de Véronique Biol, les tout premiers qui sont bien. Tu as Biochimie des activités physiques et sportives. Bon, là, c'est vraiment pour un public formé déjà. Et après, en livre ouais, j'avais bien aimé aussi le livre de Frédéric Grapp parce qu'il est un peu axé terrain aussi. Mais Oui, c'est celui vrai que je sur le suis. cyclisme, ouais, mais qui parle Ouais, énormément de physiologie. c'est ça. Après, enfin, j'aime bien plus. J'aime pas trop lire les, euh, les bouquins français parce qu'en France, on est. Enfin, j'ai rien contre la France, mais on est vachement axé sur tous ces aspects où on explique plein de choses scientifiques, mais après, on parle pas du tout de terrain. Et tu vois, je trouve ça dommage que, par exemple, dans les universités, ceux qui donnent des cours, c'est pas des gens qui. Ceux qui donnent des cours pour devenir entraîneur ou spécialistes dans l'entraînement scientifique, ben, généralement, c'est beaucoup des chercheurs qui, au final, n'entraînent pas sur le terrain, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'aspect qui est hyper dommage parce que c'est pas parce que tu as. Enfin, moi, j'ai eu des potes qui étaient entraîneurs avec un doctorat et où c'était compliqué pour eux d'entraîner parce qu'ils voyaient que par le laboratoire. Et au Ouais. final, le terrain, c'est hyper important, quoi. Et je comprends pas qu'en France, on n'ait pas plus d'entraîneurs comme ça. Et tu vois, si tu prends un, un chercheur dans les pays nordiques, Ronstad, qui sort énormément d'études, mais vraiment des études hyper intéressantes pour l'entraîneur. C'est-à-dire que ça a été l'un des premiers à sortir vraiment des études qu'on peut utiliser sur le terrain avec il ne s'est pas axé que sur le VO2 max ou quoi que ce soit. Lui, il s'est axé sur des tests de performance pour voir si, ouais, c'est bien, tu t'améliores du VO2 max, mais au final, tu t'en moques un petit peu de t'améliorer de ton VO2 max. Ce que tu cherches, c'est de t'améliorer de ta performance. Et ça a été l'un des premiers à aller sur des tests vraiment de performance, c'est-à-dire des 40 km en contre-la-montre, des 10 km à pied, et vraiment pour voir cette amélioration de performance. Et je trouve que voilà, toute la littérature, on va dire anglo-saxonne ou dans les pays nordiques, les Danois, les Norvégiens et tout, ben, je trouve qu'ils sont plus axés de terrain, même au niveau scientifique. Alors qu'en France, on est vraiment resté sur les aspects science pure, quoi. Après, c'est juste une Ouais, réflexion la de ma France part. reste pas mal côté école, C'est ça, diplôme. c'est ça. Je reste Ouais. dans ma théorie et je mélange pas trop le terrain. Mm. Mais C'est bon, ça, exactement ça. Et tu vois, ça évolue un peu, peut-être avec le coaching en trail, je sais pas si tu as vu. ouais, Parce qu'en trail, bon, tu développes ta VO2 max, c'est bien, hein, mais derrière, si tu es pas fort musculairement, tu descendras pas. Donc, c'est embêtant. c'est ça. Et est-ce que tu as un film ou un documentaire qui t'a marqué aussi sur l'entraînement, peut-être plus la passion du sport outdoor? Euh, Alors, je suis pas trop sport à la télé. Ouais, c'est assez rare ou mal fait, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, j'aime bien toutes les séries sur Netflix et les films et tout. Mais comme je suis tous les jours dans le sport, c'est que je regarde jamais le sport à la télé.
Ouais, ça C'est, suffit au bout d'un moment. ouais, des fois, ouais, je regarde un peu le Tour de France, mais sinon, je regarde jamais le sport. Ouais, c'est comme tu baignes dedans, donc ça fait qu'au bout d'un moment, il faut autre chose pour voir autre chose que le sport. Et pourtant, bah, ma femme aussi, elle fait du travail à bon niveau et tout, mais on préfère ne pas regarder le sport à la télé. Ouais, non, mais à un moment donné, il faut se divertir Et aussi. ouais. Après, si dernièrement, j'ai regardé le reportage que j'ai trouvé super intéressant sur Kipchoge. Ah oui, Parce que pour les 2 heures, 2 heures sur marathon. c'est ça, ouais. Bah, j'ai mon fils à l'école qui fait un exposé sur Kipchoge avec C'est son vrai? meilleur copain. Ouais, bah, En quelle année? ils sont CM1. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau ça. Bah, avec les années olympiques, ils doivent faire un exposé sur un champion Ah ouais, olympique, là. sympa. Ça fait du Et bien d'avoir des eux, profs comme ça. ouais, bah, ils font du roller de vitesse. Donc, le roller de vitesse fait que il n'y a pas d'olympisme en roller de vitesse. Et du coup, ils cherchaient dans le sport d'endurance et je leur ai montré Kipchoge. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines enfin, moi, ça me fait vibrer quand je vois les valeurs qu'il a, quoi. Le mec, il gagne énormément d'argent et il s'entraîne toute la semaine. Il vit dans une chambre de 24 mètres carrés avec une autre personne. Il se fait à manger. Il partage les toilettes avec tout le monde. C'est lui qui paye le camp d'entraînement pour que les Kenyans ils puissent s'entraîner et vivre de leur sport. Et il travaille avec des associations pour créer des hôpitaux, pour travailler sur la maladie, sur différentes maladies et tout, qui est au Kenya. Enfin, le mec, il fait rêver. C'est tellement à l'opposé des joueurs de foot. C'est Eh oui, le mec qui sans redistribue, quoi. stigmatiser, il redistribue et puis tu vois, derrière, il n'a pas des mecs qui le suivent partout, qui lui font à manger, qui lui font sa lessive et tout. Enfin, il vit simplement, il mange simplement, sainement. Et puis, c'est quelqu'un qui est euh, hyper précis sur ses entraînements. Et j'ai suivi tout ce projet Breaking Two qui est Et ouais, parce super qu'il a la tête à intéressant. ça, quoi. Il est focus. Hmm. Il n'est pas là en train de se demander Ah, c'est ça. si Robert, l'employé de maison, il a bien fait le plein de la Porsche, quoi. C'est ça. Et enfin, pour moi, c'est un athlète inspirant et il a du potentiel, mais il le travaille énormément parce il fait 200 bornes de course à pied par semaine quand même. Ouais, bah ouais. Et, c'est vrai que là, j'ai regardé le reportage ben, du coup avec mon fils pour qu'il puisse faire son exposé. Et ça allait encore plus loin dans ce que je pensais de cet athlète. Il est vraiment top, quoi. Il est vraiment phénoménal. C'est ça, Ouais, c'est bah écoute, moi, exactement ça. j'aime bien hein, quand je regarde, quand je vois sur Marathon, il a toujours l'air généreux dans l'effort. Hmm. Caroline, ça fait depuis 1995 que tu entraînes. Oh, punaise, ça va faire 26 ans. Comment Ah, là, as-tu vu... là je vieillis, là, d'un coup, j'ai Ouais, ouais, plus oublie de cette cheveux. phrase. Comment J'ai as-tu commencé à vu... 17 ans. J'avais 17 ans en 94. Et oui, 18, hop, tac, première facturation, impeccable. Comment tu as Voilà. vu l'évolution de ce métier de coach là sur les dernières années? Parce au Euh, début donc là, tu nous as dit que tu utilisais la plateforme Nolio. Bon, il y en a d'autres. Et on ira interviewer des entraîneurs qui n'utilisent pas la plateforme Nolio, justement. mhm. Mais au début, en 95, enfin, même le fichier Excel, c'était le bout du monde. C'est clair. Je faisais ça sur comment dire? Ah, j'avais un cahier où je mettais tous mes entraînements à la main. Eh ouais, bah ouais, Et, t'avais pas le choix, hein. hmm, ouais, c'était assez marrant. Mais enfin, j'ai toujours été un peu geek, donc j'avais déjà des logiciels d'entraînement. Alors, je me rappelle à l'époque, c'était le logiciel Polar qui était bien fait, Ouais. que j'utilisais et que je me régalais dessus. Et après, c'est vrai que je, pour les athlètes, souvent, bah, c'était des athlètes qui étaient proches de chez moi et donc à qui je donnais sur des feuilles
Ah ouais, tu distribuais les Et copies. c'est ça, ouais. Et après, ça a été, on va dire, imprimé. Et l'entraînement, vraiment, après, ça a été des fichiers Excel. Euh, Quand je me suis vraiment mis totalement à mon compte en entraîneur, alors, j'ai bossé pendant 7 ans, hein. J'étais conseiller technique pendant 2 ans en Ligue Franche-Comté et après pendant 5 ans en Ligue PACA. Et ensuite, j'ai fait entraîneur euh, enfin à temps plein, on va dire, totalement à mon compte depuis 2012. Et à partir de ce moment-là, j'utilisais donc des fichiers Excel que tu mettais sur Dropbox, tu vois. Et tu partageais ta Dropbox et l'athlète récupérait ses fichiers Excel sur la Dropbox. Ah, tu étais Et, déjà dans les premiers, je pense, là. ouais, peut-être, ouais. Enfin, je te le dis, moi, je suis hyper geek, hein. J'aime bien tout ce qui sort. Ouais, c'est une philosophie, je pense. Et après la Dropbox, c'était l'application sur laquelle j'avais travaillé un moment avec Goutaille, où je partageais les entraînements dessus. Voilà. Donc, j'ai toujours essayé de digitaliser l'entraînement. Mais c'est vrai que quand tu te rappelles les débuts en 95 et maintenant, c'est une sacrée évolution. Et puis, ouais, tu vois, il y en a maintenant, ils démarrent direct avec Mm. toutes les C'est ce applis que qui vont bien. Ouais. c'est ce que je leur dis des fois à des jeunes entraîneurs. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Parce que, par exemple, nous, à l'époque, tout ce qui est réseaux sociaux avec enfin, tous les points positifs et surtout les gros points négatifs qu'il peut y avoir, mais tu vois, tu n'avais pas tous ces réseaux sociaux pour communiquer. Mm. Alors, Ah, tu étais alors obligé d'appeler au téléphone. C'était ouais, c'est long. ça, c'est totalement différent. C'est plus du tout la même approche, enfin, sur l'entraînement en ligne. Alors, moi, j'ai beaucoup entraîné sur le terrain, sur piste d'athlétisme, dans les piscines, en vélo et tout. Donc, c'était encore différent. Et c'est que depuis 2012 où je fais vraiment à distance, totalement à distance. Mais c'est vrai que tu vois vraiment qu'il y a une évolution là-dedans. Et les nouveaux entraîneurs, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont des fois parce que quand tu commences, c'est pas évident du tout, quoi. C'est pas évident pour te faire connaître, pour que les gens apprécient ton travail. Enfin, c'est un très, très, très long processus Mm. qui est pareil, qui se finit jamais parce que tu es toujours obligé de communiquer. Tu vois, enfin, à la base, je suis pas quelqu'un qui a envie de trop communiquer, mais t'es obligé de passer maintenant par les réseaux sociaux, par Instagram, par Facebook, parce que si tu communiques pas, il y a personne qui te voit et tu peux pas, quoi. Donc Et oui. ça aussi, c'est une évolution. Avant, t'étais entraîneur. Ouais, à la base, il y avait que des entraîneurs dans les clubs. Donc, tu étais entraîneur en club, tu avais ton contrat. Ce qui n'est pas évident, entraîneur en club, c'est que tu travailles avec des bénévoles. Toi, tu es salarié, donc on te demande d'être et salarié et bénévole. Donc, au Mm. final, les 35 heures que tu dois faire par semaine, tu en fais 60. C'est chronophage. Voilà, c'est un métier enfin, moi je trouve que c'est un métier hyper dur. Entraîneur en club, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Et, euh, et du coup, après, quand tu passes sur entraîneur à distance, donc c'est complètement différent parce que tu vois plus les athlètes. Et là, par contre, tu es obligé maintenant, à l'heure actuelle de la digitalisation, tu es obligé de passer par des applications comme Nolio, tu es obligé de faire de la communication via les réseaux sociaux, parce que ça fait partie de ton métier au final. Enfin, si tu veux en vivre, parce que c'est pas évident non plus d'en vivre comme métier. Moi, quand on me demande ce que je fais, je leur dis je suis entraîneur à distance, les gens qui sont pas du tout dedans, ils disent
Ah, mais Ah, tu bosses pas? voilà, où il y a des gens qui payent pour ça. Tu vois, je fais partie de l'association des parents d'élèves. Quand je parle de mon travail, les gens, ils sont tout de suite, ils me disent, mais c'est un travail, tu peux en vivre. Ouais. Les gens, ils comprennent pas du tout, quoi. Entraîner des athlètes à distance, enfin, tu vois, moi, Tu j'ai vas des demander athlètes. un prêt à la banque, tu prends un coup de pied au cul. Ouais, voilà, c'est ça. Non, T'as peut-être tout pas, parce que compris. si tu as ton compte pro chez eux, ils voient bien, hein, ils sont pas Ouais, niais. même pas Ah parce que ouais, tu non. rentres pas dans les cases. Tu Ouais. rentres pas dans les cases de l'ordinateur aussi. Ouais, remarque, t'as un autre cliché, là, bon, on digresse un peu. Mm. J'avais un, j'ai un appartement que je loue à un étudiant, tu vois. Et Mhm. en fait, pendant le Covid, bon, bah, évidemment, l'étudiant est rentré chez lui, puis donc je l'ai mis sur Airbnb, etc. Puis après, l'étudiant est revenu, patati patata. Et du coup, j'ai eu aucune nuit qui n'a pas été louée pendant la Mm. période Covid. Et je vais à la banque pour demander un prêt, là, pour je sais plus quoi. Et il me dit, oui, mais vous avez déjà celui-là pour la location immobilière. Alors je lui dis, bah oui, mais bon, enfin, ça marche bien, quoi. Je loue tout le temps. Puis il me dit, bah oui, mais on ne sait jamais. Je lui dis, mais quand même, j'ai quand même réussi à traverser la crise du Covid sans avoir une nuit de perdue. Et lui, il continue à me dire, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce qu'il voulait de plus, une guerre nucléaire? C'est ça, ouais, parce que t'as pas un Tu vois, CDI ça derrière. bloquait, tu vois, ça bloquait dans la tête. Ouais, c'est ça, que t'as pas un Ah, on ne CDI sait Airbnb. jamais. Ah, on ne sait jamais. C'est ça, bah, tu vois, c'est exactement moi, quand je suis Ah oui, encore mais en si demain statut. vous avez plus d'athlètes, oui, enfin, ça n'arrivera C'est pas. ça, Ouais, c'est mais on ne sait ça, jamais. c'est ça. Mais tu vois, c'est exactement ça. Mais c'est ce que tu vis à la banque quand tu es entrepreneur. Oui, mais, oui, mais, voilà, c'est ça. Bon, alors, allez, des petites questions un peu plus rigolotes Allez, pour vas-y. finir sur une touche un peu punchy. Bon, alors là, sur ces 26 dernières années, si tu devais te souvenir de ta plus grosse erreur en tant que coach, le coup où vraiment tu as fait la boulette. Je sais pas, moi, tu t'es Euh, gouré de personnes pour envoyer un plan. Ah oui. Ah, tu l'as fait, ça? Non, non, non. C'était avec, ça va le faire rire en plus. C'était avec Lucas Amiro. J'avais fait un copier-coller d'une séance. Il préparait le marathon. Et je voulais lui mettre, j'avais une séance où je faisais 10 fois 2 minutes en Z3, donc c'est Mhm. à 106, 110% de vitesse critique. Et j'ai fait un copier-coller et j'ai voulu lui mettre 20 fois. Et du coup, ça a multiplié, ça veut dire qu'il a fait 40 fois 2 minutes, hein. Et Donc, au moins deux fois à la séance prévue, quoi. ouais, c'est ça. Et au final, il l'a fait, et puis il me l'a demandé après, parce que Ah ouais. Lucas, il fait, quand je lui donne un entraînement, il le fait, enfin, il suit vraiment le truc et tout. Et pour lui, il pensait que bah, si je lui ai mis, c'est qu'il fallait le faire. Et donc, il a fait les 40 fois 2 minutes, il a fini complètement rincé. Ah ouais. Là, ça passait comme quoi, hein. Ouais, ça passait. Bah, c'était l'année où, du coup, il a fait. C'était l'année où pour la première fois, il a passé le marathon sur Ironman en sub 3 heures. Donc, il avait mis 2,58 sur le marathon. Il faut y Et aller, hein. voilà, 20 fois 2 minutes, ça commence à faire, quoi. 40 fois 2 minutes, voilà, Putain. ça fait 1h20 à haute intensité sur la séance avec la récupération et tout. Donc, ça fait 40. Ouais, ça lui avait fait une séance de 2 heures, je crois, en tout. Ah Et ouais. il m'en parle encore. Tu sais, moi, Donc, j'avais ouais. une erreur comme ça, pareil comme lui. Moi, j'étais jeune, hein, j'étais en junior. Mm. On avait un entraîneur en VTT, il m'avait donné un Jiménez à faire, tu vois. Ouais. Bon, là, c'était un vieux de la vieille, donc on avait cinq intensités, tu vois, I1 jusqu'à I5. Et en Mhm. gros, il fallait faire 1 minute à I5 et 4 minutes à I3. Ça, c'était grosso modo le vrai Jiménez. Ouais. Mais il s'était gouré, il avait marqué I4. Tu vois, il s'était trompé. Et tu vois, moi, 18 ans, hop, allez, je prends le vélo de route et c'est parti, on va faire le Jiménez. Et franchement, je me suis vraiment forcé, je me suis vraiment fait du mal. Bon, j'ai pas tout à fait tenu l'intensité, mais je me souviens, j'ai fait mon record sur la montée du Semno, c'était incroyable. Et là, je me suis dit, mais c'est pas un exercice fractionné, c'est la Et elle bloque guerre, tout le quoi. temps. C'est pire que la course.
Après, on s'était un peu engueulé parce qu'au début, moi, je lui ai juste dit, ouais, ton entraînement, putain, mais c'est nul, c'est mal calibré, c'est bien plus dur que les courses, je suis pas bien et tout. Je suis rentré vraiment chez moi. Et puis il me dit, bah non, normalement, c'est un peu dur, mais c'est pas, ça se fait, quoi. Alors je lui dis, ouais, n'importe quoi. Et on a mis 2 semaines à se comprendre, tu vois. D'accord. C'est un coup, Ah j'avais dit, ouais. non, mais I4, c'est pas possible. Et il m'avait dit, mais comment ça, I4? J'avais dit, bah, c'était marqué I4. Il me dit, oh là 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 là, mais non. Ah, tu m'étonnes, hein. Bah, remarque, c'est bien si tu as battu ton record Donc ouais, à en la fait, montée des Sonos. je faisais 4 minutes de seuil entrecoupé d'une minute de PMA, quoi. Voilà. Donc c'était C'est une bon, très très bonne ça. règle. Ah, tu m'étonnes, ouais. Bon, alors, à l'inverse, la perf dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes. Alors, ça peut être du haut niveau comme un peu monsieur tout le monde qui réalise un défi aussi. Mais celle qui vraiment, tu te dis, Ouf. putain, il l'a fait, j'y croyais pas, c'est génial. Je suis content pour lui. Ah, je suis content de toutes les perfs des athlètes. J'en ai tellement là qui me viennent à l'esprit, Bon, une c'est qui t'a dur un de peu ému choisir. alors. Ému, c'est vrai que Lorena cette année qui fait l'Embrunman, où elle a le sourire du début à la fin de l'épreuve, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, là, elle est prête et elle le fait, elle prend du plaisir. Et tu vois, elle a mis 15 heures et quelques et c'était du plaisir du début à la fin. Alors qu'une épreuve comme ça, pour prendre du plaisir du début à la fin, il faut y aller. Ça a été vraiment un aspect marquant. Après, j'en aurais plusieurs parce que pour moi, il y en a une marquante. Ça a été le premier athlète que j'ai qualifié à mes débuts d'entraîneur pour Hawaï. Donc ça, c'est bah, le premier athlète que tu qualifies à Hawaï. Et c'était un ami, donc tu t'en souviens aussi. C'était en 2003. Voilà. Tu vois, il y en a plein parce que cette année, j'ai eu la victoire de Yannick sur l'Ironman de Vitoria. J'ai j'ai eu Mathieu qui fait troisième à Zofingen au championnat du monde alors qu'on a décidé une semaine avant d'y aller. C'est plein d'images comme ça qui me viennent et enfin, moi, je me fais plaisir avec tous les athlètes, dans les bons comme dans les mauvais moments et je ne voudrais pas en mettre enfin, en avant plus que d'autres parce que c'est une joie avec tous les athlètes que j'ai. Je suis Bon, fier de bah, tout le monde. Je suis fier de tout le monde. bah, tant mieux, tant mieux. Alors. Voilà. Et si tu devais le jour où tu raccroches, tu vois, s'il y a un athlète que tu aurais rêvé de coacher, vraiment tu te dis, ah putain, ça aurait été énorme d'avoir pu entraîner cette personne, ça aurait été incroyable. Kipchoge. Ah, ah, faut lui demander, on sait jamais. Ah, je vais lui demander, je vais dire que mon fils il a écrit un exposé dessus. Eh voilà, tu peux introduire comme ça. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est, dès que ta conjointe justement faisait du travail à bon niveau, qu'est-ce que Mhm. tu penses de coacher son conjoint? C'est impossible. Ah ouais, c'est impossible alors. Ouais. Moi, ma femme, elle est aux antipodes de ce que je propose à l'entraînement, c'est-à-dire que elle adore tout faire aux sensations Ah oui, bah oui. et, et elle est, comme tous les athlètes qui ont du potentiel, elle aime pas s'entraîner. Elle aime bien faire des compétitions et voilà. Pour moi, je pense que c'est hyper compliqué et déjà, c'est déjà assez compliqué comme ça la vie de couple. Ouais, si tu rajoutes encore Si tu rajoutes ça dedans, des- ça pas devient, des ordres, mais ouais, ça devient une équation consignes. hyper complexe. Après, enfin, je pense que tout dépend des personnalités des gens et tout, mais je Mm. pense que c'est compliqué quand même. T'as ta relation amoureuse et la relation entraîneur. Enfin, ouais, Ouais, je pense un peu comme toi. ouais, c'est compliqué. Mais je dis pas que c'est infaisable, hein. Il y en a que ça marche, hein. Si tu regardes, Il y en a, il y en a. c'est Jenny Longo, c'est son mari qui l'entraîne, hein, je crois. Exactement, ouais. Puis ça dure, hein. Voilà, ouais, ça dure. Comme quoi ça marche pour eux. Comme quoi ça marche, tu vois.
Après, ouais, tu as peut-être des contre-exemples aussi. C'est vrai que je ne Et vais pas trop regarder. donc ça, c'est une fausse question parce que tu nous as déjà donné la réponse, mais donc, oui, tu entraînes des athlètes masculins et féminins. Mhm. Et est-ce que tu constates une différence entre les femmes et les hommes, justement, dans leur manière d'aborder l'entraînement? Ou toi, dans ta manière de les entraîner? Est-ce que si tu avais deux individus avec à peu près les mêmes dispos et les mêmes capacités, masculins et féminins, est-ce que tu leur enverrais le même plan d'entraînement? Ouais. Alors, j'ai de la chance d'avoir des athlètes qui sont assez, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils viennent me voir, mais qui sont assez précis dans leur démarche. Donc, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas trop de différence. Même si des fois, si tu prends à égalité un homme et une femme, souvent j'ai trouvé que les femmes, ils peuvent être un peu plus précises ou plus respecter les consignes. Mais dans mon groupe, je ne vais pas dire qu'il y ait beaucoup de changements. J'enverrai le même programme d'entraînement, oui. Après, il y a toujours des questions où enfin, je suis toujours assez gêné de les poser à chaque fois. Mais quand tu es un homme, c'est jamais évident d'en parler. Mais je trouve que les femmes, enfin, en tout cas, les femmes que j'entraîne ont toujours répondu de manière assez ouverte. C'est la question des règles, savoir si Oui, leur ça c'est règle est important hein, dans le perturbée. sport. Et voilà, c'est hyper important. Là, j'ai de la chance de souvent discuter avec des chercheuses à l'INSEP sur le sujet, parce que je fais vraiment attention à ces processus-là, comme l'arrêt des règles. Enfin, j'ai eu des athlètes avec des arrêts de règles. Ouais, là, c'est qu'il y a un problème souvent. Des fois, c'est des arrêts de règles quand il y a un problème, mais aussi à cause des hormones. Tu sais, quand ils prennent du style le stérilet, du style certaines pilules, arrêtent naturellement les règles. Et du coup, il y avait des choses que je ne comprenais pas avec certains athlètes qui étaient constamment blessés ou fatigués et qui venaient justement à cause de cet arrêt d'oreille qui leur paraissait naturel parce que ça venait des hormones c'est les effets secondaires de la prise de pilules. Et au final, ce que ça peut générer, tu vois, pour l'athlète sportif. Alors là, c'est une sacrée différence entre l'homme et la femme, tu vois. Euh, et c'est vrai que ça, c'est des choses qui doivent vraiment être prises en compte. Et comme je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, souvent, voilà, je m'appuie sur une fille qui est à l'INSEP qui travaille sur le sujet et qui m'a conseillé plusieurs fois là, et c'est vraiment bien, quoi. Parce que tu peux pas être expert dans tout, et quand tu sais pas, il vaut mieux aller demander aux personnes qui savent Ouais, tu pour gagnes du t'aider. temps à demander à quelqu'un qui est compétent, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est vrai, ouais, tu as des approches comme ça où tu peux arrêter. Souvent, tu sais, il y a des femmes qui prennent la pilule ou qui mettent le stérilet parce que elles ont des soucis endofibrose et tout ça qui font qu'ils ont des douleurs durant les règles. Et les hormones peuvent permettre de réguler les douleurs. Et là, tu vois que tu peux proposer une alternative en utilisant peut-être des régimes spécifiques au niveau nutritionnel durant les règles pour réduire la douleur et Mm. pour te passer des hormones. Après, du coup, quand tu te passes de ça aussi, ça fait que son conjoint, il faut qu'il parte aussi sur lui, sur la contraception masculine, tu vois. Eh oui, C'est une oui, histoire de couple forcément. après, du coup. Eh oui, après, faut laisser gérer. Voilà, c'est ça. Allez, dernière question, Caroline, et après on raccroche. Non pas Allez. les gants, mais l'audio. Si tu avais un seul conseil à te donner à toi-même il y a 10 ans, voire peut-être même 20 ans, après ça c'est toi qui vois, en arrière, tu te replonges un peu dans toutes les années de coach, et à un moment donné tu te dis, là, il aurait fallu que j'ai tel conseil. Pourquoi tu poses des questions compliquées? Ah bah, c'est pour réfléchir, hein, Je vois ça. Euh, Là, il me manque un café pour pouvoir réfléchir, tu vois. Qu'est-ce Ah, on le boira après. Hum, ah, Ce sera la récompense. c'est. Si tu trouves pas, pas de café. Ah là, du coup, tu vas me motiver pour que j'essaie de trouver. Qu'est-ce qu'un conseil? Il y a 20 ans? Hmm.
Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas du tout parce que je trouve qu'on apprend toujours de ses erreurs et que ça permet de s'améliorer. Justement, peut-être une grosse boulette, tu te dis, ah là, c'est dommage que je n'aurais pas rencontré telle personne à ce moment-là. Je pourrais pas te dire. Ah bon. Je suis désolé. Si tu y penses, tu me l'enverras après et on la mettra sur la description du podcast. La réponse mystère, on mettra la réponse mystère. Ouais, du coup, tu vois, je vais y penser toute la journée. Ah bah bravo, merci. Eh bah oui, ça t'occupera l'esprit. Voilà. Ah, tu voulais me donner du travail en plus. Hein. Voilà, des devoirs à la maison, exactement. Voilà. Oh bah, Caroline, je te remercie pour ton temps passé avec nous. De rien, c'était avec plaisir. Toutes tes explications. Si ça déclenche quelques questions, tout ça, on verra, on tâchera d'y répondre. Tu y seras invité, bien sûr. Et puis sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver après pour des éventuelles demandes de coaching, si ça a éveillé quelques curiosités? Alors, j'ai mon site internet, donc c'est ksendurancetraining.com. ksendurancetraining.com. Ouais. On le mettra dans la petite description du podcast. Et après, là, je viens de mettre en ligne, mais je crois qu'il y a un petit souci, je viens de mettre en ligne mon profil entraîneur sur Nolio. Mais il devrait être en ligne d'ici 1-2 jours. Oula, malheureux, faut pas dire du mal de Nolio. Non, je rigole. Non, ils sont très réactifs. Hein, ils sont Alexandre ou François. Ouais. À mon avis, ça va être réglé rapidement. Oui, c'est que j'avais une petite particularité qui fait qu'il y a eu un petit souci. Mais ils adorent ça, les particularités. Voilà, bah, justement, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir voir d'où ça vient. Et comme ça n'arrivera plus. Bon, bah super. Bah écoute, Caroline, merci. Mais de rien. Passe une bonne journée. Bah toi aussi. Et puis à bientôt. Salut. Ciao. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.